Bonsoir à tous. Alors, je me présente très rapidement, Charlotte Dornelas. Je suis journaliste indépendante, beaucoup pour Boulevard Voltaire et puis un petit peu ailleurs parfois. Et ce soir, je vais donc présenter rapidement la soirée qui va se passer. Alors, le président François Hollande disait il y a quelques jours sur France 2, ça va mieux, ce qu'il a répété plusieurs fois, avec une alternative qui était la France va mieux. La France entière a éclaté de rire, la Manif pour tous aussi. Et elle dresse ce soir donc le vrai bilan de François Hollande sur les sujets qui intéressent la Manif pour tous. Il va y avoir une première partie à partir de ce qui a été fait par les équipes de la Manif pour tous. Et Ludovine de la Rochère, donc présidente de la Manif pour tous, va tout de suite présenter les motifs de ce bilan. Bonsoir chers amis, merci de votre présence et de votre participation à cette soirée un peu exceptionnelle. Effectivement, nous avons bien senti, depuis un certain nombre de semaines, que lentement mais sûrement la gauche commençait à préparer la campagne électorale de François Hollande. Et nous avons entendu le mot de bilan revenir plusieurs fois dans la bouche, notamment de M. Le Foll, porte-parole. Nous avons donc souhaité dresser le bilan, le vrai bilan, de toutes les mesures qui concernent la famille et l'éducation, le vrai bilan des actions de M. Hollande. Puisqu'évidemment, ils voulaient présenter leur bilan, puisqu'ils voulaient être les premiers à parler et partir d'un bilan bidon, évidemment pas du tout au niveau de la réalité. Donc il fallait vite préempter le sujet et pouvoir prendre la parole sur ce qu'il en est dans les faits. Et d'ailleurs, et justement ce matin, François Hollande a fait ce bilan sur Europe 1, dans les matinales, de 7h30 à 8h30. Autrement dit, alors qu'il est encore président pour un an, il est effectivement entré en campagne, ce qui est en soi scandaleux. Et ce matin, il a dit par exemple, la France a un taux de natalité remarquable. Par ailleurs, il n'a pas prononcé une seule fois le mot famille. Évidemment. Donc voilà, ce vrai bilan que nous étions heureux de pouvoir vous présenter en avant-première ce soir. Alors, on va tout de suite commencer avec, à partir des visuels de ce vrai bilan fait par la Manif pour tous, avec Geoffroy de Vries. Alors, Geoffroy de Vries, vous êtes avocat et secrétaire général de l'Institut Famille et République, qui est un think tank de juristes et auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Le mariage et la loi, protéger l'enfant ». Et vous allez tout de suite nous parler en fait de la loi Taubira et sur toutes ses conséquences que sont la PMA et la GPA pour nous en France. Le livre dont on vient de parler, c'est celui-là. Vous m'entendez, monsieur? Non? On m'entend pas. Je vais regarder. Merci. Alors, le livre dont on parle, c'est celui-là, Le mariage et la loi, protéger l'enfant. C'est un ouvrage de 500 pages, rédigé par 40 juristes, et qui traite de toutes les questions autour de cette loi. Je vous en conseille la lecture, il est à l'achat à l'entrée. Alors, on m'a demandé de vous parler un peu du bilan concernant les mariages, la PMA et la GPA. On commence avec le mariage. Alors, contrairement à ce que nous avait dit le président Hollande lors de sa campagne en 2012, qui voulait ouvrir un certain nombre de droits à tous ceux qui n'en auraient pas apparemment, il s'avère que les droits des enfants ont été bafoués, notamment parce que, on y reviendra, le mariage qui ouvre le droit à l'adoption, notamment pour les personnes mariés de même sexe, l'adoption soit de l'enfant de conjoint, soit de l'enfant issu par exemple d'une GPA, eh bien, contrevient aux articles 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui prévoit explicitement le fait que tout enfant doit avoir, dans la mesure du possible, le droit de vivre avec ses parents, le droit d'être éduqué par ses parents, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Deuxième mensonge, on nous a dit et répété que cette loi ne dit rien à personne, au motif qu'elle n'avait pour effet que de créer des droits nouveaux, pour ceux qui n'en auraient pas eu auparavant. Kenini, elle déstructure de manière considérable le droit de la famille, le droit du couple, et elle a eu pour effet, cette loi qui a instauré l'article 143 sur le mariage ouvrant droit à l'adoption, elle a eu pour effet que, et j'y reviendrai, des enfants
ont été adoptés au sein d'un couple formé de 2 personnes de même sexe, et en préjudice de leur droit à connaître ses origines, et forcément, s'ils sont adoptés par 2 femmes ou par 2 hommes, eh bien, il leur manque un parent du sexe opposé. Et donc, pour faire simple, la loi Taubira et ses effets prive à certains égards certains enfants de leur père ou de leur mère. On nous a dit également que le Code civil aurait pour effet que le Code civil ne bougerait pas sur les termes père et mère, et il s'avère que tel n'a pas été le cas parce qu'il y a eu de nombreux articles qui ont remplacé les mots père et mère par les mots parents. Hein. Alors, c'est logique sur un plan juridique, mais bon, l'effet est tout de même assez évocateur. On ne parle plus de père et de mère, on parle de parents. Et dans le livret de famille, on parle de parents 1 et de parents 2, en lieu et place des mots père et mère ou papa, maman. Autre mensonge, oui, alors ça, je ne sais pas, Esther Benbassa, sénateur européen, non, sénateur de Val-de-Marne, Les Verts. Bon, apparemment, donc, elle aurait déclaré qu'un père et une mère, le fait qu'il en fallait, c'était une pure idéologie. Bon, c'est sans doute une idéologie, tout comme la théorie du genre est une idéologie. Autre mensonge sur cette fameuse loi concernant la liberté de conscience. Souvenez-vous, lors du congrès des maires en 2012, François Hollande s'était engagé, sans trop le dire, mais c'est ce que ça voulait dire, à ce que la liberté de conscience soit respectée pour les officiers d'état civil qui voudraient ne pas être contraints de marier 2 personnes de même sexe parce que c'est contraire à la conscience profonde. Et il avait laissé la place à ce qu'on appelle un droit à l'objection de conscience, un droit à pouvoir, pour un officier d'état civil, faire respecter sa liberté de conscience pour ne pas être contraint de commettre un acte qu'on réprouve en conscience. Et force est d'admettre que cette promesse, en quelque sorte, de François Hollande n'a pas été respectée. Il y avait même eu un recours devant le Conseil d'État, puis un recours devant le Conseil constitutionnel concernant cette liberté de conscience, et le Conseil constitutionnel a refusé toute liberté de conscience pour les officiers d'état civil. Ah, bon, non, on voit mieux. Ah, d'accord. De l'autre côté, merci. J'en viens sur la PMA. Alors, apparemment, j'apprends en regardant ce document très intéressant que vous savez que la PMA n'est autorisée en France qu'à certaines conditions. Il faut qu'il y ait une infertilité et il faut qu'elle soit... enfin, elle est réservée aux couples de personnes formées de 2 personnes de sexe différents, mariées ou vivant maritalement depuis une certaine durée. Je crois que c'est au minimum 2 ans. Et bien évidemment, 2 personnes de même sexe, 2 femmes ou une femme seule ne peut pas avoir recours à la PMA en France. Donc vont à l'étranger et il semblerait que la PMA à l'étranger soit remboursée. C'est assez surprenant. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quel en est le coût exact et imaginer des actions à cet égard. Autre point, il nous avait été déclaré que l'urgence n'était pas d'interdire ou de remettre la question de la PMA sur la table. On voit bien qu'on n'a pas besoin d'être mis sur la table, elle y est déjà, et elle est pratiquée en toute illégalité par des médecins. Souvenez-vous d'un certain nombre de médecins avaient signé une tribune revendiquant le fait qu'ils pratiquaient en toute illégalité cette procréation médicalement assistée, qu'ils le faisaient bien évidemment en France. Donc, une déclaration de Laurence Rossignol, selon laquelle la PMA devrait être rendue en France et ça ne porte atteinte à personne, sauf que les enfants qui en seront issus seront privés soit d'un père, soit d'une mère, parce que c'est le principe d'ailleurs de la PMA pour les couples de personnes de même sexe, c'est d'effacer celui dont on ne veut pas, soit le père, soit la mère.
Enfin, sur la GPA. La GPA est interdite dans notre code civil. C'est bien vrai, c'est interdit à l'article 16.7 du code civil, selon lequel toute convention portant sur la procréation et la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Il y a des sanctions pénales. Le fait est que cet article du code civil, cette interdiction et même les sanctions pénales, la loi pénale qui aurait pour effet de réprimer, de répréhender ceux qui ont recours en France, eh bien, ne sont pas respectés. Et la preuve en est, un certain nombre d'enfants vivant en France, issus d'une GPA commise à l'étranger, en violation du droit français, eh bien, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que forcément ils doivent avoir des droits, c'est pas parce qu'ils sont nés d'une GPA qu'ils doivent être maltraités, moyennant quoi, ils sont reconnus d'une certaine manière qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui une forme de reconnaissance rampante de la GPA en France. En tout état de cause, le gouvernement exclut d'autoriser la transcription automatique des actes étrangers, car cela équivaudrait à accepter et normaliser la GPA. Apparemment, c'est une déclaration de notre cher Manuel Valls. Eh bien, c'est faux, parce qu'il y a eu une circulaire du garde des Sceaux qui a été validée par le Conseil d'État, qui facilite l'obtention de certificats d'identité pour les enfants issus d'une GPA. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tant la circulaire du garde des Sceaux de mémoire mai 2013, une décision du Conseil d'État, une décision de la Cour de cassation, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, ont pour effet ou pour objet de reconnaître les effets en France d'une GPA commise à l'étranger. À partir du moment où on reconnaît des effets juridiques en France d'un fait qu'on considère comme répréhensible pénalement, c'est la porte ouverte à une autorisation future. Des petits fantômes de la République. Alors souvenez-vous, lors du débat sur la GPA, on avait souvent entendu dire qu'il fallait bien leur reconnaître la nationalité française et qu'on ne pouvait pas accepter en France, patrie des droits de l'homme, qu'il y ait des fantômes ainsi qui n'aient aucun droit, qui n'aient aucune nationalité. Tout cela était faux. Le débat était mensonger parce que un enfant qui naît d'une GPA, il a une nationalité, il a des papiers. Sauf que s'il naît aux États-Unis, il est américain. Et s'il vient en France, compte tenu, je ne sais plus quel article du Code civil, eh bien, il devient français à partir du moment où il vit de manière régulière en France et qu'il a des parents français, il devient français, je pense, au bout de 5 ans. Donc, il n'y a jamais eu de fantôme de la République dans notre pays. La GPA est et sera interdite en France. Elle l'est, normalement, mais il y a une forme de reconnaissance rampante avec cette circulaire du garde des Sceaux de 2013 dont je vous parlais à l'instant. Elle est interdite, mais elle est promue notamment via des agences d'origine américaine qui proposent leurs services sur le sol français, soit physiquement en organisant des réunions dans des hôtels parisiens, soit via Internet, comme vous pouvez le constater sur cette page Google. Et Manuel Valls avait appelé à une initiative internationale pour interdire l'esclavage, pour interdire la GPA qui est une forme d'esclavage, et il s'avère que on attend toujours et rien n'a été fait d'ici là. Il faut comparer, à mon sens, la GPA à l'esclavage. L'esclavage, qui est défini par plusieurs conventions, notamment une convention de 1926, c'est le fait d'exercer sur une personne un attribut de droit de propriété. Eh bien, la GPA, lorsque vous louez devant une femme, lorsque vous vendez un enfant, eh bien, c'est une forme d'esclavage et on pourrait très bien imaginer, et je pense qu'il nous faudra un jour ou l'autre, qu'il y ait en droit international une convention qui puisse interdire la GPA, comme il y a des conventions qui interdisent l'esclavage. Il faudra du temps avant de convaincre les États-Unis, avant de convaincre l'Inde de signer une telle convention, mais c'est bien évidemment l'objectif. Et ce d'autant plus que, comme je vous le disais, la GPA est de plus en plus reconnue en France et, pour votre information, une décision récente du tribunal correctionnel de Blois du 22 mars 2016 concernant une femme française qui avait pratiqué 3 GPA en France. 3 GPA. Chaque fois, elle vendait l'enfant
eh bien, elle a été condamnée non pas pour vente d'enfants, mais pour escroquerie. Parce qu'elle était quand même assez maligne. Le premier, elle a vendu un premier couple, tout s'est bien passé, mais les deux suivants, elle les a vendus à deux couples différents. Donc, le deuxième et le troisième, à deux couples différents. Elle a vendu le premier, elle a remis l'enfant, et au deuxième couple, elle a déclaré que l'enfant était mort. Et donc, ce sont les deux couples qui ont fait flouer à deux reprises, qui ont intenté une action contre elle. Elle a été condamnée pour escroquerie. Voilà où on en est. Et voilà, l'idéologie du genre, je prends la parole à Mélanie. Alors je vais être assez brève sur l'idéologie du genre, je pense que vous la connaissez bien. Mais dans ce bilan, il s'agissait donc de faire constater ce qui a été proclamé et la réalité des faits. Alors vous avez tous entendu, j'en suis convaincue, à de très nombreuses reprises, Najat Vallaud-Belkacem nous dire « la théorie du genre n'existe pas ». Sa seule réponse pendant des semaines et des semaines sur les plateaux télé à propos de l'ABCD de l'égalité, la théorie du genre n'existe pas. Alors simplement dans ce bilan, on présente la fiche Wikipédia, théorie du genre, et Wikipédia explique ce qu'est la théorie du genre. Et nous avons aussi mis la couverture d'un ouvrage remarquable, je vous le recommande au passage, de Bérénice Levé, La théorie du genre ou le monde rêvé des anges. La théorie du genre, on peut l'appeler idéologie, théorie, hypothèse, on peut mettre théorie au singulier, au pluriel, peu importe. Cette idéologie, elle existe évidemment, et il y a des bibliothèques entières, des étudiants, des professeurs spécialistes de cette question-là. Il est donc certain qu'elle existe, contrairement aux propos de Najat Vallaud-Belkacem, tout comme elle existe dans les programmes scolaires. L'ABCD de l'égalité a été retiré. Il y a eu après un contenu beaucoup plus discrètement gender, très subversif, très difficile sans être connaisseur de déceler ce qui correspond à cette idéologie du genre. Alors on a relevé en tout cas l'engagement, tout l'engagement du syndicat qui s'appelle le SNUIPP, syndicat d'enseignants, et en citant notamment l'un de leurs documents, ils disent qu'il faut déconstruire la complémentarité des sexes. C'est beau pourtant la complémentarité des sexes, la complémentarité de l'homme et de la femme. Et ils disent aussi le genre, c'est l'ennemi principal de l'égalité. Et oui, ils confondent égalité et indifférenciation sexuelle. C'est pour ça que les féministes sont tellement pro-genre. Elles pensent que pour être égale à l'homme, il faut déclarer, considérer que la femme est un homme comme les autres. Et je passe la parole à M. Mériadec-Rivière sur la politique familiale. Merci beaucoup, Ludovine. Alors là aussi, beaucoup de choses fausses ont été dites par nos gouvernants et maintenant on peut en faire le bilan. Les familles, contrairement à ce qu'affirmait le gouvernement et François Hollande, n'ont pas été protégées. Tout d'abord, vous le savez, il y a la réduction dans les faits de la durée du congé parental d'éducation qui est devenue maintenant la prépa, la prestation partagée d'éducation. En effet, le congé parental d'éducation qui était de 3 ans avant 2015 n'est plus maintenant que de 2 ans si un seul des conjoints prend ce congé. Pour qu'il demeure de 3 ans, il faut que les 2 conjoints prennent au moins 1 an. Or, une enquête de l'UNAF, il se trouve que moi je suis administrateur de l'UNAF, qu'on avait faite à l'époque, une enquête quantitative et qualitative montrait que ce n'était absolument pas ce qu'attendaient les familles. Et en réalité, c'était un moyen de faire une économie sur le dos des familles, puisque dans la majorité des familles, du moins dans beaucoup de familles, le second conjoint ne peut pas interrompre son activité professionnelle, soit parce que les contraintes de son travail l'en empêchent, soit parce que la réduction de revenus qui résulterait de ce que le second conjoint arrête son activité professionnelle serait trop forte. Et d'ailleurs, on peut faire le bilan. Le nombre de foyers ayant bénéficié du congé parental d'éducation a drastiquement baissé. Il n'a plus été que de 120 475 foyers, alors qu'il était de près de 200 000 antérieurement. Et surtout,
ce congé parental d'éducation appelé prépa continue à être pris à 96% par les femmes. Ce qui montre bien que cette incitation à ce que tous les deux conjoints prennent ce congé parental pour une fausse conception de l'égalité homme-femme est bien été un échec. Qui plus est, Madame Rossignol, Madame Naja Vallaud-Belkacem de l'époque, nous avait dit qu'en échange, 275 000 places de crèche seraient créées sur la période 2013-2017. Or, le Haut Conseil de la famille, dont je fais également partie, a montré que cet objectif n'était pas atteint. C'est ainsi qu'en 3 ans, seules 42 000 places de crèche ont été créées. Alors, que font les familles lorsque l'enfant atteint l'âge de 2 ans, puisqu'il y a les structures de garde, qu'il s'agisse de garde collective ou de garde individuelle, ne remplacent pas cette réduction du congé parental d'éducation. Autre moyen également dans lequel les familles ont été pénalisées, c'était l'abaissement par 2 fois du quotient familial. Je vous rappelle qu'avant 2012, il était de 2 336 € par demi-part. Il a été une première fois abaissé à 2 000 € par demi-part, puis à nouveau à 1 500 € par demi-part. C'est d'autant plus inadmissible que beaucoup de gens ne s'en souviennent plus, que déjà en 1998, le quotient familial avait été abaissé. Rappelez-vous, en 1998, le gouvernement de Lionel Jospin avait voulu déjà mettre les allocations familiales sous condition de ressources. Ça avait été un tollé de toutes les associations familiales, quelle que soit leur sensibilité. Le gouvernement Jospin avait reculé, mais en échange, il avait déjà une première fois abaissé ce plafond. Et là, je peux dire qu'on nous refait à nouveau cet abaissement. Or, cet abaissement du quotient familial est nuit finalement au pacte social. Et il est finalement contraire à l'esprit même de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 13 de la Déclaration est ainsi rédigé. Pour l'entretien de la force commune et les dépenses d'administration générale, une contribution peut être instituée. Elle doit être équitablement répartie entre tous les citoyens en fonction de leurs facultés, c'est-à-dire leurs facultés contributives. Donc, ce n'est pas à revenu égal, impôt égal, c'est à faculté contributive que l'impôt doit être égal, et c'est donc à niveau de vie. Donc cet abaissement du quotient familial, qui s'est ajouté à la mise sous condition de ressources des allocations familiales, pénalise les familles, et tout particulièrement les familles nombreuses. En effet, le troisième moyen par lequel, loin d'être protégées, les familles ont été pénalisées, ça a donc été la mise sous condition de ressources, que vous connaissez bien. C'est d'autant plus scandaleux que, par ailleurs, je vous rappelle qu'avant même cette mise sous condition de ressources des allocations familiales, la base mensuelle de calcul des allocations n'a pas été revalorisée depuis 2014. Elle n'a pas été revalorisée en 2015. On espérait qu'elle serait revalorisée au 1er avril 2016. Elle ne l'a pas été. Donc non seulement les allocations familiales n'ont pas été revalorisées, mais qui plus est, certaines familles, au motif qu'elles sont soi-disant aisées, en ont été privées. On s'est aperçu ainsi que le double effet du quotient familial d'une part et de la mise sous condition de ressources des allocations familiales d'autre part, là aussi pénalise encore une fois les familles, et notamment les familles qui ont 3 enfants et plus. À cela s'ajoute l'abaissement du plafond pour bénéficier de l'allocation de base de la PAJE, de la prestation d'accueil du jeune enfant. La CAF a ainsi pu calculer que 240 000 familles seraient touchées en 2017 par cette baisse et 51 000 familles perdront totalement cette prestation. Toutes ces mesures sont assez scandaleuses quand on sait qu'une note du Trésor, de la direction du Trésor, donc une note tout à fait officielle de janvier 2015, numéro 142, indique que, avant même la mise sous condition de ressources des allocations familiales, une famille de 3 enfants voyait, à revenu égal, son niveau de vie baisser de 26% par rapport à une famille sans enfants. Après le quotient familial et les transferts sociaux, cet écart demeurait encore de 15%. Mais ceci, c'était avant la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Donc certaines familles vont encore se trouver pénalisées. Enfin, j'ajouterai également la prime de naissance. Cette prime de naissance, elle n'a pas été revalorisée depuis le 1er juillet 2013. Qui plus est, maintenant elle est versée après la naissance
et non pas au 7e mois de grossesse comme c'était le cas auparavant, ce qui crée évidemment une trésorerie pour les jeunes familles, car beaucoup de dépenses sont engagées avant même la naissance. Enfin, on pourra également citer l'imposition de la majoration de retraite pour les retraités qui ont élevé au moins 3 enfants. Vous savez que dans le régime de base de la sécurité sociale ainsi que dans le régime public, pour un retraité ayant élevé au moins 3 enfants, on voit sa pension de retraite majorée de 10%. Dans les régimes spéciaux complémentaires, plutôt ARCO, AGIR, ça a malheureusement été forfaitisé à 1 000 € par an. Mais la nouveauté, c'est que cette majoration de retraite, elle est maintenant imposable. Or, là aussi, ce n'est pas normal, car il est évident que des familles qui ont eu 3, 4 ou 5 enfants n'ont pas pu, à revenu égal, faire une épargne en vue de la retraite aussi élevée qu'un ménage sans enfants ou un ménage ayant simplement 1 ou 2 enfants. Donc on s'aperçoit qu'en réalité, ces différentes mesures ont pénalisé particulièrement les familles de 3 enfants et plus, alors même que pourtant, ce sont ces familles de 3 enfants au moins qui participent au renouvellement des générations. En effet, une famille de 2 enfants, elle ne participe pas au renouvellement des générations parce qu'il y a ce qu'on peut appeler des pertes en ligne. Alors justement, comme le disait Ludovine, sur Europe 1, le président Hollande se félicitait du bon taux de natalité en France. Mais c'est faux, c'est faux. Il est passé de 2,01 en 2013 à 1,96 en 2015. Précisément, ce n'est pas le taux de natalité, c'est l'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme. Or, on pousse des cocoricots, mais avant même cet abaissement de 2,01 enfants par femme à 1,96, déjà ce taux ne permettait pas d'assurer le renouvellement des générations. Parce que pour que les générations se renouvellent, il faut un indice de fécondité de 2,10 enfants par femme. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que toutes ces mesures, elles n'ont évidemment pas incité à l'accroissement démographique. Et d'ailleurs, les associations familiales catholiques ont fait faire un sondage par l'IFOP en janvier 2016. Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que toute la population, y compris dans la majorité actuelle, considère que ces mesures sont de nature à porter atteinte au dynamisme démographique. Et une chose qui est très intéressante, 65% des 18-24 ans et 62% des parents de 2 enfants ou plus estiment que toutes ces réformes sont de nature à entraîner le report d'une nouvelle naissance chez de futurs parents. Je terminerai en un tout petit peu de prospective. Vous savez qu'on parle beaucoup actuellement de l'instauration de la retenue à la source pour l'impôt sur le revenu. Eh bien, non seulement cette mesure est inutile, mais elle est extrêmement dangereuse. D'abord, elle est inutile parce qu'elle ne dispense pas en toute hypothèse d'une déclaration de revenus. Il faudra de toute façon faire une déclaration récapitulative. Au surplus, ça ne bénéficierait qu'aux salariés. Pourquoi donc faire ainsi une distorsion entre les salariés et les autres contribuables? Ça porte atteinte à la vie privée des salariés, puisque ça nécessite que l'employeur connaisse certains éléments de la vie familiale de son salarié. Et surtout, chers amis, c'est très dangereux, parce que ça ouvre, c'est la prémisse à terme, la suppression du quotient familial. Certes, il est possible techniquement de concilier retenue à la source et quotient familial, mais c'est quand même un peu compliqué. On peut donc craindre qu'à terme, le gouvernement veuille le supprimer. Et surtout, ça préfigure non plus l'imposition par foyer, mais l'imposition individuelle de chacun des 2 conjoints. Et ça, c'est la mort de la famille, parce que dans ce cas-là, la famille n'est plus considérée comme une communauté de personnes liées par un destin commun, par une juxtaposition d'individus aux intérêts considérés comme distincts, si ce n'est divergents. Donc j'appelle votre attention sur le danger de la retenue à la source. Voilà, j'ai terminé, cher Ludovine. Alors que je n'ai pas eu le micro entre Ludovine et vous, Mériadec Rivière, je n'ai pas pu vous présenter. Je précise juste que vous savez exactement de quoi vous parlez, puisque vous êtes président de l'UDAF de Paris, administrateur de l'UNAF et membre du Haut Conseil de la Famille. Et je passe tout de suite donc le micro à nouveau à Ludovine de la Rochère, qui va nous parler de la partie éducation du bilan.
Alors nous avons fait effectivement une partie de ce vrai bilan aussi sur l'éducation. Alors en l'occurrence, pas l'éducation familiale, puisque ça c'est vraiment inclus dans le sujet de la famille, et bien sûr c'est l'une des raisons pour laquelle nous défendons tant la famille, mais là je parle éducation nationale. Alors jusqu'à présent, la Manif pour tous a parlé de l'éducation quand il s'agissait de l'introduction de l'idéologie du genre à l'école. Néanmoins, vous le savez, François Hollande et Najat Vallaud-Belkacem ont pris des mesures très destructrices de la filiation culturelle, destructrices de la transmission de savoir. Et donc cette rupture de filiation du culturel, eh bien elle va avec la rupture de filiation familiale. Il y a une volonté de destruction de la société qui est extrêmement visible aussi à travers l'éducation. Alors par exemple, Najat Vallaud-Belkacem nous a dit, je vous demande pardon, nous disait dans Le Parisien en novembre 2014, on n'est toujours que sur les faits, nous devons être attentifs à davantage récompenser l'effort. Et c'est vrai que c'est fondamental. Mais en fait, elle a supprimé les bourses au mérite et elle a supprimé les internats d'excellence. Avec François Hollande, l'ascenseur social est en panne. De la même manière, vous avez entendu parler de la réforme du collège. Alors nous avons travaillé dessus et nous avons vu que c'était d'un subversif absolument stupéfiant. Il y a même des enseignants qui se sont réunis en groupe important de toute la France pour essayer de comprendre et de décrypter tout ce qu'il y a derrière cette réforme. Parce que tout est masqué, rien n'est franc. Alors, Madame Najat Vallaud-Belkacem a dit à ce propos-là qu'elle voulait tenir la promesse républicaine de la réussite éducative pour tous. Tel est l'enjeu de la refondation de l'école, nous dit-elle, voulue par le président de la République. Qu'en est-il? Eh bien, nous avons comparé les cours avant la réforme, après la réforme. Et je souhaite par là mettre l'accent sur la disparition totale du latin et du grec. C'est ce que nous appelons le nivellement par le bas sous prétexte d'égalité. Alors vous savez, je parlais de filiation familiale, au sens classique du terme familial, et de filiation culturelle. Rappelez-vous Vincent Payon qui disait « Il faut arracher l'élève à tous les déterminismes familiaux, sociaux, intellectuels, culturels, etc. » Il pense en effet que pour être égaux et pour être libre, eh bien il ne faut rien recevoir, il ne faut pas de transmission. Et c'est bien ce qui se passe là. Alors, il y a eu d'autres promesses, mais je vais juste vous sortir un autre exemple sur la rupture de filiation, de transmission. Un morceau choisi des nouveaux manuels du collège. Vous souhaitez rompre avec votre petit ami. Après lui avoir écrit le SMS ci-dessus, que je vais vous lire, vous décidez finalement d'opter pour une lettre afin de développer vos sentiments. Alors le SMS en question, je vais le lire en bon français, enfin en français, parce que sinon vous ne comprendrez même pas. Coucou, c'est moi, ça va depuis samedi, j'ai un truc à te dire, je crois qu'on devrait faire un break. Voilà où en sont, voilà ce que vont proposer les nouveaux manuels scolaires, en français. Et voilà, pourtant le rôle de l'école, c'est l'apprentissage, ça n'est pas le jeunisme et la pédagogie. Voilà, à travers simplement ces quelques exemples, le lien, enfin la filiation qui est rompue, et l'éducation, ça va avec la famille. Nous savons que l'éducation nationale est en crise très grave, de manière très grave, très profonde. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'instruction possible à l'école, parce qu'il n'y a pas de société, de groupe humain possible à l'école, s'il n'y a pas d'abord d'éducation au sein de la famille. L'éducation scolaire, l'école va avec la famille. Et d'où cette volonté de déconstruire
ici et là, qui est très très clair, malheureusement, chez nos dirigeants actuels. Merci. Alors Geoffroy de Vries, depuis le vote de cette loi Taubira, certains hommes politiques nous parlent d'abrogation, d'autres de réécriture. Certains disent que l'un et l'autre sont impossibles ou inenvisageables. Votre think tank a donc écrit « Le mariage et la loi protéger l'enfant » et aborde notamment la question de l'abrogation ou de la réécriture de cette loi. Alors est-ce que vous pouvez nous dire si c'est possible d'abord et si ça l'est, comment ? Alors, je vais peut-être me lever, parce que je suis debout. Il sera plus facile de réviser la loi Taubira que de réformer les 35 heures ou la fonction publique. Et ceux qui vous disent le contraire ne vous disent pas la vérité. Le principe, c'est que ce que le législateur a fait, il peut le défaire. Ou du moins, ce qu'il a défait, il peut le refaire. Et donc, oui, toute révision, toute abrogation de la loi Taubira est tout à fait possible. Et d'ailleurs, abroger, réviser, réécrire un texte de loi, c'est un acte banal du législateur. Il le fait tous les jours, à chaque fois qu'une loi est votée au Parlement, à l'Assemblée, puis au Sénat, ou au Sénat, puis à l'Assemblée. Cette loi a pour effet, dans 95% des cas, vous direz, de modifier les textes existants, que ce soit des textes civils, fiscaux, de droit du travail. Donc on modifie, donc on supprime une partie d'un article, on supprime un article ou une division, bref, on modifie l'existant pour le remplacer par de nouvelles normes. Autrement dit, on peut très bien imaginer que l'article 143 du Code civil, qui a été introduit par cette loi Taubira pour prévoir le mariage entre deux personnes de même sexe ou deux personnes de sexe différent, soit annulé, abrogé, et il n'a pas besoin d'être remplacé, parce qu'avant, d'ailleurs, il n'y avait pas d'article 143 qui définissait le mariage. Tout le monde supposait que ce ne pouvait être que l'union entre un homme et une femme. Donc oui, il est possible de réviser. Pourquoi réviser ? Pourquoi réviser ? Parce qu'on n'est pas d'accord, oui d'accord, mais ça ne suffit pas. Réviser parce que cette loi a véritablement créé un désordre juridique en droit français. Il a refondé, reconsidéré le droit du couple, le droit à l'adoption, le droit de la filiation, sur des bases incohérentes, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des décisions de justice qui vont plus loin que la loi Taubira et qui ont pour effet de valider la PMA faite à l'étranger ou reconnaître à certains égards les effets juridiques de la GPA en France. Je vous le disais, je vais revenir dessus rapidement. Vous avez deux avis de la Cour de cassation qui datent de septembre 2015 de mémoire, qui ont pour effet de reconnaître l'adoption par une femme de l'enfant de sa conjointe. Exemple, une femme va en Belgique ou en Espagne pour avoir recours à une PMA. Elle revient enceinte, elle accouche en France, son enfant est français, elle se marie sous l'empire de la loi Taubira et sa conjointe demande à adopter l'enfant. Le principe aurait été que les tribunaux ou les organes compétents en France refusent cette adoption par une femme de l'enfant de sa conjointe, parce que cette adoption est contraire au principe de l'adoption, qui veut que l'adoption soit vraisemblable, que l'enfant puisse retrouver dans ses parents adoptifs ses parents qu'il a manqués, père et mère, et donc les principes de l'adoption contrevenaient à une telle reconnaissance. Eh bien, la Cour de cassation valide tout de même l'adoption d'un enfant issu d'une GPA par la conjointe de la mère. Et ce, en contradiction avec le droit français. Ça prouve que le juge est allé plus loin que la loi Taubira. On pourrait même parler de loi Taubira 2. Il a été plus loin, et ce, en méconnaissant ce qu'avait prévu le législateur, parce que le législateur n'est pas allé jusque-là. De même avec la GPA, cette reconnaissance rampante des effets juridiques de la GPA en France, on est allé plus loin que ce qu'avait prévu la loi Taubira. Donc, de toute manière, il faudra revenir dessus. Et le législateur devra s'emparer de cette question, de manière politique ou non, mais il devra la traiter vraisemblablement à partir de 2017. C'est possible, je reviens sur la possibilité juridique, parce que, je vous le disais,
c'est un acte banal du législateur que de modifier un texte de loi. Et la sémantique importe peu. Ce qui importe, c'est le contenu du projet de loi qui aura pour effet de modifier ce qui a été voté en mai 2013. La sémantique, c'est l'abrogation, la révision, la réécriture, peu importe le terme employé, ce qui importera, c'est le contenu de la loi. Il y a des différences entre ces différents termes, mais ces différences relèvent de la légistique. On peut parler d'abrogation partielle ou totale, on peut parler de révision, on peut parler de réécriture, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Ce qui importera, c'est le contenu de la loi. C'est possible parce que le législateur peut refaire ce qu'il a défait, ou défaire ce qu'il a fait. Il le fait régulièrement, tous les jours, en votant des lois. C'est possible parce que le Conseil constitutionnel ne pourrait pas s'y opposer. Il n'y a pas de principe qui interdirait le Conseil constitutionnel à censurer une loi de révision. Tout comme il n'y avait pas de principe, je dis bien principe constitutionnel, qui aurait interdit le Conseil constitutionnel à censurer la loi Taubira. Enfin, on peut estimer qu'il y en avait, mais le Conseil constitutionnel ne les a pas appliqués. Dans sa décision du 18 mai 2013, le Conseil constitutionnel a en gros considéré que la loi sur le mariage homosexuel relevait de la seule compétence du législateur. Il ne pouvait pas se substituer au législateur. Cette attitude, il l'a constamment sur des sujets dits sociétaux, sensibles, tellement politiques, tellement sensibles qu'il préfère ne pas s'immiscer dedans et laisser la liberté au législateur. Ça a ses travers, on ne peut pas le censurer, ça a ses avantages, on peut revenir dessus en cas de nouvelle majorité. Le Conseil constitutionnel ne devrait pas pouvoir censurer une loi de révision. Maintenant, il est assez libre, il n'a personne au-dessus de lui, et donc il peut aussi décider de censurer une loi qui aurait été votée à l'initiative d'un nouveau gouvernement, peut-être de droite, avec une majorité de droite, sachant que le Conseil constitutionnel est composé et présidé par un homme de gauche. C'est très politique, vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est à la fois un juge juridique et un juge politique. Et les décisions, je le sais bien, sont rédigées par le secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui est en discussion étroite avec le secrétariat général du gouvernement. Enfin, tout ça, c'est un petit monde qui se concerte. Et à ce niveau-là, le droit, on s'en fout un petit peu. Ce qui importe, c'est la politique, c'est les ententes qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Je ne veux pas dire ça publiquement, mais on n'est pas en public ici, mais c'est bien le cas. Et la décision qu'on a vue sur l'objection de conscience, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Le Conseil constitutionnel ne pourrait pas, normalement, revenir dessus, ou du moins censurer une loi de révision. Le ferait-il? Il y aurait encore un moyen de passer outre le blocage du Conseil constitutionnel, c'est tout simplement en révisant la Constitution, en introduisant dans le marbre constitutionnel le principe selon lequel le mariage ne peut être contracté entre un homme et une femme. Alors, quid de la Commission européenne des droits de l'homme, du Conseil européen, de la Cour européenne des droits de l'homme, excusez-moi, la CEDH, parce que la CEDH, donc, qui est un organe juridique qui émane du Conseil de l'Europe, c'est pas l'Union européenne, c'est du Conseil de l'Europe, c'est un peu différent, dont il y a près d'une cinquantaine d'États signataires, dont la France, dont les décisions s'imposent à la France. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est 9 juges que personne ne connaît, je ne sais même pas s'il y a un Français, qui ont été nommés par des gouvernants, des comités techniques, et qui rendent des décisions qui s'imposent à la France. Parfois des bonnes décisions, parfois des mauvaises décisions, et parfois des très mauvaises décisions qui sont très choquantes pour nous. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme pourrait très bien censurer la France pour avoir modifié son droit interne en réservant le mariage, à nouveau à partir de 2017 ou 2018, à 2 personnes de sexe différents. Il suffirait, après une loi de révision en juin ou juillet 2017, que 2 personnes de même sexe voulant se marier se voient refuser le mariage par le maire de telle ou telle commune, et ce conformément au nouveau droit, pour qu'ils saisissent alors, je fais vite, le Conseil d'État, et puis après la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme pourrait alors sanctionner la France pour avoir révisé ce texte. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce qu'en droit européen, le droit matrimonial, qui régit donc le mariage,
relève encore heureusement de l'appréciation des États. Et si le texte de révision prévoyait un certain nombre de garanties pour les personnes déjà mariées et un statut qui soit un pax amélioré, une union civile pour les personnes de même sexe souhaitant se marier, le risque serait faible que la CEDH censure la France. Et le ferait-il, censurerait-elle la France, que cela poserait un problème d'une autre nature, qui serait un problème de souveraineté, où on pourrait là véritablement s'interroger si la souveraineté du peuple français et du législateur français n'est pas remise en cause par un juge que personne ne connaît et qui nous imposerait ainsi sa vision des choses, sa vision du monde, sa vision de l'homme. Donc oui, c'est tout à fait possible de réviser ce que le législateur a fait. Il peut le défaire, il peut le refaire. Il ne devrait pas y avoir de blocage par le Conseil constitutionnel. Et pourrait-il y en avoir un, il suffirait de réviser au préalable la Constitution, j'y reviendrai. Il ne devrait pas y avoir de blocage de la Cour européenne des droits de l'homme, et y en aurait-il un que cela deviendrait un tel problème de souveraineté que ce serait de manière politique. Alors, si on révise, comment le faire? En gros, il y a deux façons d'y procéder. Soit on fait voter une nouvelle loi au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat, comme ça a été le cas pour la loi Taubira du 17 mai, soit on procède par voie de référendum, soit on procède par voie de révision constitutionnelle au préalable. On pourrait très bien imaginer de réviser la Constitution pour réintroduire le principe selon lequel le mariage ne peut être conclu qu'entre deux personnes de sexe différent. Pourquoi pas aussi rajouter le principe qu'on a vu tout à l'heure de l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant, en vertu duquel chaque enfant a droit de pouvoir, dans la mesure du possible, être éduqué par ses parents, pardon. On révise ainsi la Constitution. On peut même imaginer prévoir dans la Constitution, on a bien prévu une charte sur l'environnement, qui a un intérêt discutable, mais on pourrait très bien imaginer une charte sur la famille, avec un ensemble de normes, de principes sur la famille, notamment sur le construction familial, sur la fiscalité. Donc on peut réviser peu ou prou la Constitution, et puis en conséquence de quoi la loi dite Taubira, ou du moins l'article 143 du Code civil, serait contraire à la Constitution nouvellement modifiée. Et donc il suffirait en conséquence de cette révision constitutionnelle, réviser la loi pour à nouveau réserver le mariage entre deux personnes de sexe différent. Ceci bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait si on révise? Par quoi remplace-t-on? Est-ce qu'on abroge purement et simplement l'article 143 qui a prévu le mariage entre des personnes de même sexe, Est-ce qu'on prévoit autre chose? Ça, c'est un sujet qui est politique, mais c'est un sujet aussi juridique, parce que, sans rentrer trop dans les détails, il y aura des cas à prévoir, notamment si on réservait le mariage à deux personnes de sexe différent à partir, par exemple, de 2018, eh bien évidemment, les mariages prononcés auparavant resteraient en vigueur. Et nul ne serait démarié, nul ne sera désadopté. Et ceux qui prétendent que la prévision ou l'abrogation de la loi Taubira aurait pour effet de démarier les mariés, ce sont des menteurs, pour ne pas dire plus. Ils nous prennent pour des cons, parce qu'ils savent très bien que c'est pas vrai. Personne n'oserait, ce serait possible juridiquement, ce serait possible, mais personne n'osera démarier les mariés. Personne n'osera désadopter les adoptés. Donc il y aurait un cumul de différents régimes. Il y aurait les mariés de la loi Taubira et les nouveaux mariés après la loi de révision. Et ça c'est possible en droit fiscal, il y a des différents régimes qui se cumulent les uns avec les autres. Par quoi pourrait-on remplacer? On pourrait très bien imaginer, parce qu'il est évident qu'il faut proposer aussi, en revendiquant une révision, une réécriture, une abrogation. Je préfère le terme de réécriture, de révision, ça choque moins, ça révulse moins que le terme d'abrogation, même si ça veut dire la même chose. Il faut proposer quelque chose pour donner un peu au champ. Et donc, on a pu imaginer dans notre ouvrage un ensemble de solutions. Ça peut aller du PACS amélioré, parce que le PACS existe toujours, avec davantage de droits, notamment en termes patrimonial, en termes fiscal, à une union civile ou une alliance civile qui serait un mariage sans le nom et sans le droit à l'adoption, ou même à ce qu'on a appelé un partenariat de vie commune, qui
qui serait là désexualisé, qui serait déconnecté de l'union entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui serait un contrat de droit privé, régi par le droit des obligations, non pas par le droit civil, et qui pourrait être conclu par deux ou plusieurs personnes, et qui pourrait concerner des personnes de même sexe voulant vivre ensemble, ou même un frère ou deux frères, ou un neveu et un oncle, et qui permettrait aussi de résoudre de nombreux problèmes existants ce jour, et c'est des notaires et un juriste qui ont imaginé une telle solution. Il y a plusieurs autres options qui sont possibles et qui sont envisagées dans notre bouquin. Mais ce qu'il faut retenir, donc, à mon sens, c'est qu'il est non seulement souhaitable, pour des raisons juridiques, pour des raisons également politiques, anthropologiques, de réviser cette loi. Il est possible, parce que nul ne peut nous l'interdire, et si quelqu'un nous l'interdisait, Conseil constitutionnel ou Cour européenne des droits de l'homme, y aurait-il des moyens pour passer outre? Et bien évidemment, il faut proposer quelque chose en échange. C'est plus facile d'obtenir quelque chose en donnant qu'en reprenant tout ce qui a pu être malheureusement donné auparavant. Voilà encore deux mots. Oui, je voudrais ajouter deux mots. Je suis à 100% d'accord avec ce que vous avez dit et je voudrais même renforcer. Vous avez parlé de l'éventuelle censure du Conseil constitutionnel. Vous avez néanmoins rappelé que, effectivement, dans le domaine sociétal, le Conseil constitutionnel hésite beaucoup à marcher sur les plates-bandes du législateur. Mais au surplus, je vous rappelle que dans la décision par laquelle il a validé la loi Taubira, il a jugé nécessaire d'ajouter un considérant qui dit il a tenu à affirmer qu'il n'existait pas de droit à l'enfant. C'est dans la décision du Conseil constitutionnel lui-même. Or donc, il pourrait difficilement se déjuger, ayant dit qu'il n'existait pas de droit à l'enfant, refuser de valider la loi qui précisément supprimerait l'adoption. Quant à la Cour européenne des droits de l'homme, je connais bien sa jurisprudence. C'est une juridiction en fait extrêmement dangereuse qui de plus en plus comporte comme un gouvernement des juges. Enfin, moi, c'est mon idée. Mais vous savez qu'en réalité, ce n'est qu'en 1974 seulement que la France a reconnu par le protocole, je crois que c'est le protocole 33, a reconnu la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. La France a été membre du Conseil de l'Europe dès sa fondation. C'est la Convention du 4 novembre 1950. Donc la France était membre du Conseil de l'Europe, mais elle n'a accepté l'impérium, la juridiction de la Cour, qu'en 1974. Et la France pourrait très bien dénoncer le protocole par lequel elle a accepté la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme, tout en restant membre du Conseil de l'Europe. D'ailleurs, je sais que parmi les candidats à la primaire de la droite et du centre, certains y ont pensé. Alors, on peut se demander d'ailleurs si, par prudence, avant de faire une révision de la loi, il ne faudrait pas que la France dénonce ce protocole, surtout que la jurisprudence de la Cour, elle est non seulement dangereuse pour l'affaire qui nous préoccupe, mais également dans d'autres domaines, par exemple le rôle du parquet ou des choses comme ça. Enfin, je pense que vous connaissez, vous voyez ce à quoi je fais allusion. Alors nous avons vu comment reconstruire le respect des droits de l'enfant, le respect du mariage et de l'adoption. Merci beaucoup Geoffroy de ton intervention. Je vais évoquer pour ma part, si je puis dire, le reste, puisqu'on a vu que François Hollande et ses gouvernements successifs ont attaqué la famille par tous les bouts, tous les côtés, tous les aspects possibles. Il va donc falloir reconstruire de manière très large et ambitieuse. Alors je voudrais vous faire part des propositions de la Manif pour tous et de ce qu'elle va porter, au-delà de l'abrogation de la loi Taubira, et de ce qu'elle va porter auprès des candidats et des partis politiques. En précisant un point qui est le suivant. La famille en France est en crise. Une crise majeure, profonde. On peut même parler de précarisation de la famille. Ce terme de crise de la famille, j'ai découvert récemment qu'il était employé déjà depuis l'année 2000
par certains démographes et certains sociologues éminents. Cette crise, elle a des coûts humains, sociaux, économiques absolument immenses et qui concernent aussi bien les personnes que l'ensemble de la collectivité, l'ensemble de la société française. C'est pourquoi je pense qu'il ne s'agit pas simplement de reconstruire, nous devons construire, il va falloir aller au-delà. À la fin de la guerre, à la fin de la Seconde Guerre, on a mis en place une politique familiale qui fait référence à tout ce qui est fiscalité et tout ce qui est allocation, qui est en effet très important, et la fiscalité en particulier est un levier majeur en politique pour aller contre ou pour quelque chose, et on l'a bien vu là avec François Hollande et la famille. Du coup, je n'emploierai en tout cas pas le terme de politique familiale parce que je voudrais parler plus largement et j'évoquerai le terme de politique de la famille. Et je pense que c'est ce qu'il faut promouvoir. Alors, les propositions portées par la Manif pour tous, elles sont donc une politique de la famille et une politique qui commence par se fixer 3 objectifs. Vous savez que la politique familiale, elle avait pour objectif le renouvellement des générations. Et puis, ces dernières années, on est allé sur l'objectif de la conciliation vie privée, vie professionnelle, vie familiale, vie professionnelle. C'était formidable, mais ça n'est plus suffisant. Nous proposons donc 3 objectifs désormais. Le premier, stabiliser l'institution familiale. Vous savez que la famille, les familles aujourd'hui sont en crise, sont instables. Beaucoup d'enfants, de plus en plus d'enfants ne vivent plus avec leurs 2 parents pour toutes sortes de raisons et bien entendu c'est très grave pour l'enfant, pour les adultes aussi, mais surtout pour l'enfant. Donc travailler à stabiliser l'institution familiale. Deuxième objectif, garantir la responsabilité familiale. On ne respecte plus la responsabilité des parents, on ne respecte plus leur responsabilité d'éducateur. Beaucoup autour de nous vient heurter la responsabilité des parents, eh bien c'est tout à fait inacceptable et on voit les résultats des problèmes d'éducation, notamment à l'éducation nationale, comme je le disais tout à l'heure. Troisième objectif, favoriser bien sûr l'équilibre démographique et même le dynamisme démographique. Cela doit rester un objectif. Ensuite, 4 principes d'action. Le premier, principe évidemment non négociable, respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. Le deuxième principe d'action, agir le plus en amont possible, et non pas seulement après, quand c'est trop tard. Je pense par exemple aux difficultés vécues par les familles. Quand on intervient, quand tout est irréversible et irrémédiable, ça ne sert quasiment plus à rien. C'est en amont, le plus en amont possible qu'il faut agir, comme on le fait d'ailleurs dans bien d'autres domaines, comme celui de la santé, on parle toujours de la prévention. Eh bien, prévenons les difficultés, en tout cas le plus possible, des familles. Respecter la responsabilité des parents, dont on doit considérer, et je le rappelle, qu'ils sont les éducateurs de leurs enfants. Ils ne sont pas les premiers, ils ne sont pas les principaux, ils sont les éducateurs de leurs enfants, pleinement. Éventuellement, ils délèguent, et souvent ils délèguent, mais ils doivent pouvoir choisir. 4e principe, rendre visible l'importance prioritaire de la famille. Vous le savez, et nous le savons, beaucoup de politiques ne savent pas parler de la famille, n'osent pas parler de la famille, ne pensent pas la famille, n'ont pas de vision et pas de programme pour la famille, sauf exception. C'est absolument anormal, la famille étant la matrice de la société, bien entendu. Alors ensuite, les propositions concrètes. Je ne vais pas vous faire tout le dérouler parce que ce serait un petit peu fastidieux, mais je voudrais évoquer avec vous les principaux points. Tout d'abord, le droit d'avoir un père et une mère. Cela implique de constitutionnaliser le mariage homme-femme. Si le mariage n'est pas homme-femme, on sait que ce droit ne peut plus être respecté. Ce droit, ce besoin fondamental de l'enfant, avant d'être un droit, c'est de toute façon un besoin fondamental. Donc en effet, constitutionnaliser le mariage homme-femme, bien entendu la remise en cause de la loi Taubira, réserver l'adoption aux couples hommes-femmes mariés, et en autorisant par exception l'adoption aux célibataires dans les cas
où l'intéressé est un ascendant de l'enfant, aussi ils ont entre eux un ascendant commun. Autrement dit, adoption pour les couples hommes-femmes, sauf dans quelques cas exceptionnels. Toujours sous ce chapeau du droit de l'enfant à avoir un père et une mère, renoncer à la PMA avec donneur anonyme. Et notamment, et cela implique qu'il ne puisse pas y avoir, bien sûr, de PMA pour les couples de femmes et les célibataires. Dans ce cas-là, c'est par définition, par essence, un donneur anonyme. Il s'agit aussi de constitutionnaliser le principe de non-disponibilité du corps humain. Il existe, mais il n'est pas dans la Constitution. Il est nécessaire, et c'est pour renforcer l'interdiction de la GPA, bien sûr, mais il faut même, sur l'article même qui concerne la GPA, eh bien, il va falloir renforcer cet interdit. Aujourd'hui, la GPA est interdite en France, mais elle n'est pas interdite aux Français. Donc, ils peuvent aller à l'étranger et revenir avec l'enfant qu'ils ont acheté. Il faut bien entendu aussi faire appliquer la loi. La loi n'est pas respectée, on l'a vu largement ce soir. Cela implique également l'abrogation de la circulaire Taubira, bien entendu, mais encore cela implique de renoncer à la mise en œuvre de l'arrêt, du fameux arrêt de la CEDH de juin 2014. Mais plus largement, cela implique effectivement, et c'est la position de la Manif pour tous, de dénoncer le protocole 33 de la Convention européenne des droits de l'homme, par lequel la France a accepté, en effet, en 1974, la compétence de la CEDH. C'est la seule manière de nous protéger. Il y a trop de décisions de la CEDH qui sont désastreuses pour l'intérêt général. Nous souhaitons aussi que soit promue au niveau international l'une des solutions suivantes. Soit une convention internationale interdisant la GPA. On a su le faire sur le clonage, et même très vite. C'est une question de volonté politique. D'ailleurs, aujourd'hui, M. Ayrault, ministre des Affaires étrangères, à propos de la journée nationale de lutte contre l'homophobie, a déclaré qu'il travaillait à la dépénalisation de l'homosexualité dans tous les pays du monde. Donc quand ils veulent, ils considèrent qu'ils peuvent agir au niveau international, et bien qu'ils le fassent sur la GPA. Alors ça peut être une convention internationale, mais ça peut être aussi un protocole additionnel à une convention existante. Par exemple, la Convention internationale des droits de l'enfant, ou la Convention sur la traite humaine, ou la Convention sur la lutte contre les violences faites aux femmes, etc. Et ça peut être, et là c'est très rapide, très facile, il suffit même d'un amendement, il suffit d'un amendement dans l'un de ces traités, et il suffit d'un pays qui le propose au Conseil de l'Europe. S'ils veulent, ils peuvent. Alors, deuxième série d'actions, promouvoir le mariage. Nous savons, toutes les données chiffrées sont là, donc je ne suis pas dans la morale, je suis dans les faits, que le mariage est le cadre le plus stable et le plus protecteur pour l'enfant. Nous devons donc le promouvoir. Alors par exemple, on peut former les lycéens, rapidement bien sûr, mais former les lycéens au droit du mariage. On pourrait également systématiser la préparation au mariage civil. Elle existe dans quelques mairies, il faut la systématiser. Autrement, qu'est-ce qui se passe? Les mariés arrivent le jour même du mariage, ils découvrent les articles de loi qui concernent l'engagement qu'ils sont en train de prendre, sauf qu'ils le découvrent enfin, mais en général, ils ont l'esprit occupé par autre chose. Et donc, ils ne découvrent au final le droit qui concerne le mariage qu'au moment de l'éventuel divorce. C'est quand même dramatique. Et c'est pour ça aussi que je parlais de prévention. L'engagement du mariage est important, il est nécessaire de préparer les futurs mariés. On pourrait aussi proposer le mariage aux jeunes parents non mariés lorsqu'ils déclarent leur enfant à l'état civil. Je m'explique, la plupart, enfin la majorité aujourd'hui, plus de 52% des enfants naissent hors mariage. Mais dans la plupart des cas, les parents se marient ensuite. Eh bien, il faut favoriser ce mouvement, bien sûr toujours dans le respect de la liberté de chacun. Il faut aussi, toujours dans cette optique de prévention, faire connaître et systématiser le conseil conjugal. Donc il ne s'agit pas d'agir quand c'est trop tard, mais d'agir en amont. Il faut d'ailleurs, au lieu
de proposer le divorce chez le notaire, comme vient de le faire Laurence Rossignol, la ministre des Familles. Il faudrait au contraire réhabiliter la tentative de conciliation avant le divorce. Il faudrait également réserver, dans les familles recomposées, l'éventuelle délégation d'une part de l'autorité parentale aux actes de la vie courante. Autrement dit, pas de statut du beau-parent qui en fait va vers la multiparentalité. Un autre élément, un autre ensemble d'éléments, c'est le fait de favoriser le libre choix des parents pour l'éducation de leurs enfants. Je prends juste quelques exemples. D'abord, créer une allocation parentale d'éducation de libre choix pour le parent, et c'est souvent la mère, qui renonce à une activité professionnelle pour élever un enfant. Ça fait des années qu'on en parle, il faut le faire. Il n'y a rien de mieux pour un tout jeune enfant que d'être à la maison plutôt qu'en collectivité. Il faut essayer de donner cette possibilité d'être à la maison quand les parents, quand tel ou tel parent le souhaite, bien entendu. Il faudrait supprimer, ce qu'a instauré Hollande, le minima hebdomadaire de 24 heures par semaine, qui évidemment empêche de passer autant de temps que souhaité auprès des enfants. Et il faut favoriser le travail à temps partiel, libérer les conditions du congé parental, autoriser le fractionnement du congé parental sur les 18 premières années de l'enfant. Quelquefois, et même souvent, ce serait aussi bien d'être auprès d'un enfant à l'âge de l'adolescence que quand il est tout petit. En tout cas, aux parents de choisir. Prendre en compte le temps consacré à l'éducation des enfants pour la valorisation des acquis de l'expérience, pour le calcul des droits à la retraite, etc., etc. Favoriser aussi le respect de la liberté de choix des parents dans l'éducation de leurs enfants et la liberté de conscience des jeunes. Supprimer la carte scolaire, créer un chèque éducation, mettre fin au pédagogisme, dépolitiser les programmes scolaires, renoncer à la méthode d'apprentissage global ou semi-global qui ne fait que des dégâts, etc., etc. Donner le choix aux parents. On voit d'ailleurs aujourd'hui, il y a le système public, le système privé, et puis maintenant se développe le système hors contrat. L'école ne répond plus aux souhaits et aux attentes des parents, et il est essentiel qu'ils puissent choisir sans payer deux fois par leurs impôts et par le coût de la scolarité dans tel ou tel système scolaire. Un autre ensemble, faciliter la vie matérielle des familles. Pas parce qu'on est généreux pour les familles en tant que telles, parce que les familles investissent pour l'ensemble de la société. Création d'un guichet unique pour la famille, rallongement de la durée de la carte de famille nombreuse, suppression des conditions de ressources pour la prime de naissance ou d'adoption, la baisse de la TVA sur les biens et services incontournables pour les enfants, relance du prêt à taux zéro, en particulier pour les familles nombreuses. Bien entendu aussi, suppression du plafond des effets du plafond du quotient familial, suppression de la modulation des allocations familiales, déplafonnement et changement des modalités de majoration de pension pour avoir élevé 3 enfants ou plus. Elle devrait être proportionnelle au nombre d'enfants. Nous proposons ensuite la création d'un ministère de la famille de plein exercice. Vous avez certainement noté que nous avons parfois un secrétariat d'État à la famille, parfois un ministère de la famille, parfois rien du tout. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est même un ministère des familles. Il serait souhaitable d'avoir un ministère de la famille de plein exercice qui puisse agir de manière transversale, parce que toutes les décisions politiques, la plupart d'entre elles concernent la vie des familles. Eh bien, ce ministère doit intervenir et doit agir auprès du Premier ministre. Nous pourrions et nous souhaiterions également que soit rendue obligatoire la consultation annuelle du Parlement sur la politique familiale. Que ce ne soit pas fait, j'allais dire, par des tripatouillages faits discrètement de côté. Vous avez vu tout récemment, on a baissé les subventions cantines et c'est une nouvelle mesure qui a été prise dans la plus grande discrétion et qui va à nouveau pénaliser les familles. Et il nous paraît également souhaitable de revoir la manière dont la société civile est associée à la politique familiale. Voilà, tout cet ensemble de propositions, pardon, j'ai énuméré un peu vite, et je n'ai donné que les grands points, mais si nous voulons agir pour la famille, agir pour l'enfant, changer de culture,
faire de la famille une priorité, eh bien nous avons tout un ensemble de mesures à réclamer et à mettre en place. Merci de votre écoute. Alors maintenant que tout vous a été présenté aussi bien par Ludovine que par les autres intervenants, vous allez pouvoir poser des questions. Alors je vais vous demander en revanche de bien préciser à qui vous posez votre question et d'être concis dans l'énoncé de la question surtout. Oui, je m'adresse à Madame de la Rochère. L'exposé de Madame de la Rochère a été forcément un peu rapide. Est-ce qu'un texte un peu plus détaillé sera disponible? Est-ce qu'un texte un peu plus détaillé sera disponible sur le site de la Manif pour tous, de manière à pouvoir poser aux futurs candidats la question de ses promesses et de sa politique et de ses intentions par rapport à ce texte? Je vous remercie beaucoup de votre question qui me donne l'occasion de vous annoncer que la Manif pour tous travaille sur un rapport complet sur la famille. Qu'est-ce que la famille? Quel est son rôle? La crise de la famille actuelle, fondée sur des chiffres et des faits, des données chiffrées, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, un ensemble de propositions. D'une certaine manière, nous faisons là un travail de think tank. Nous avons constaté, je le disais tout à l'heure, que François Hollande n'a fait que prendre les rapports Terra Nova les uns après les autres, et il a tout appliqué, tout mis en œuvre, y compris les recommandations de communication. Et somme toute, et nous voyons bien que les hommes politiques n'ont pas d'idée sur la famille, ou si peu, et donc il faut leur faire tout le travail. Et il y a ici, notamment Mériadec Rivière, et deux autres personnes qui forment avec moi un petit groupe de travail. Donc on est plusieurs, et nous avons de remarquables experts qui nous aident pour préparer ce rapport, qui sera rendu public, qui sera transmis, bien entendu, à tous les partis et à tous les candidats. Oui, c'est une proposition pour Madame de la Rochère. Vous avez beaucoup insisté, et avec raison, sur la prévention, l'éducation des enfants. L'éducation relève, je suis tout à fait d'accord, de la famille et non pas de l'État. L'éducation nationale, on a l'impression de se trouver comme en Chine de Mao Tse-tung, c'est l'État qui s'occupe des enfants à la place des parents. Sous la Troisième République, on parlait d'instruction publique, car la véritable égalité des chances, c'est l'instruction. Voilà, donc c'est une proposition qu'on pourrait faire. Je vous remercie, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste, et à vrai dire, je ne l'ai pas détaillé, mais je pense que l'éducation nationale ferait bien de changer complètement de modèle, et notamment de travailler à l'autonomie des établissements. Et puis il faut dépolitiser, il faut nettoyer tous les programmes, effectivement, et revenir à une instruction, à la transmission des savoirs, bien sûr. La sémantique. Instruction publique. La sémantique est toujours très importante. Oui, aussi, tout à fait. Concernant l'action à mener contre la GPA, au niveau mondial, parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, ce n'est pas un problème franco-français, est-ce qu'il existe aujourd'hui des structures avec lesquelles vous travaillez qui, en fait, j'ai signé récemment une pétition, je ne sais plus comment s'appelle exactement l'organisation, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'assez puissant et d'assez structuré qui agit véritablement au niveau international ? Alors, au niveau international, il y a la structure No Maternity Traffic, dont je suis d'ailleurs vice-présidente, qui est une structure qui rassemble un grand nombre de pays d'Europe. Et nous avons tout récemment obtenu le retrait d'un rapport qui visait à encadrer, c'est-à-dire à légaliser, à recommander la légalisation de la gestation pour autrui. Et donc nous intervenons au niveau européen. Et d'ailleurs, on va revenir vers vous et vous mobiliser à nouveau, parce que ce rapport qui avait été présenté au Conseil de l'Europe par une certaine Petra Sutter, elle a perdu, si je puis dire. Il y a eu un vote contre ce rapport, et elle est en train d'essayer de le remettre avec un autre biais sur la table.
Donc c'est une bataille qui nous rassemble, le mouvement de plusieurs pays d'Europe, et c'est une bataille pied à pied. Et ensuite, il va falloir surtout arriver à abolir au niveau universel. Et là, il y a une question de volonté politique, et nous devons d'autant plus travailler partout en Europe et dans le monde, tout à fait. Est-ce que nous avons un bilan chiffré de François Hollande, c'est-à-dire le nombre de mariages homosexuels qui ont été prononcés depuis 2013 et le nombre d'actes de retranscription d'état civil qui ont pu être faits à l'étranger? Alors, il y a eu la première année de mémoire, mais c'était 6 mois, 10 000 mariages. Donc, je vous dis une bêtise, 7 000 mariages. La deuxième année, mais c'était 12 mois, il y a eu 8 000 mariages, donc en fait ça correspond à une baisse. Et il y a eu cette année, encore un petit peu moins, on a dû tomber à 6 000 mariages, ça correspond à une baisse de 24% entre 2014 et 2015. Et donc on sait, parce qu'il y a bien des pays où c'est arrivé, notamment la Belgique, que le nombre va aller en diminuant sans cesse. Aujourd'hui, ça représente à peine 4% des mariages civils. Voilà. Et pour les retranscriptions, alors les retranscriptions, il y en a eu peu pour le moment. Les adoptions, au sens classique du terme, il y en a eu très peu. En revanche, il y a eu 295 adoptions par la conjointe de la mère suite à des PMA sans père pratiqués à l'étranger. Madame, je vous ai écouté attentivement et puis je viens du sud, de la ville de Sète en particulier. J'ai assisté aussi à l'événement à Toulouse avec la manif par tous dans lesquels j'ai des amis, à Montpellier, vous le savez. Vous êtes devenu une organisation, un think tank très écouté. Mais moi je suis plutôt dans la politique et aujourd'hui, ces discours que vous faites, ils sont interprétés par des hommes politiques dont je ne vais pas vous citer quelques noms. Cependant, je vais vous citer une phrase de Paul Valéry qui dit la chose suivante: la politique, c'est un ensemble d'éléments par lesquels des hommes et aujourd'hui des femmes sans scrupules conduisent le destin d'un peuple sans mémoire. Si vous voulez, je pense que tous ces discours qui sont faits à l'origine de la famille, c'est des discours qui sont très intéressants, mais qui n'aboutissent véritablement pas, si je peux m'exprimer ainsi. Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez juste passer à votre question, s'il vous plaît? Oui. Que fait-on pour démontrer aujourd'hui qu'il y a 4 750 000 enfants qui sont effectivement élevés dans une situation monoparentale, et en particulier par des femmes qui aujourd'hui, elles ont en quelque sorte pris un pouvoir immense et que nous les hommes, enfin moi personnellement, je commence à m'interroger. Donc que fait-on pour la mémoire? 2, comment vous allez choisir l'homme politique qui n'aura pas de scrupules? Qui est pour vous cet homme politique qui a des scrupules? Alors je vous remercie beaucoup de votre question, qui comporte à l'intérieur de celle-ci plusieurs. Je vais en conclusion évoquer en fait la question politique, et c'est vrai que nous nous posons tous la question. Je pense qu'il est en fait trop tôt pour déterminer à ce jour quel serait l'éventuel candidat que nous pourrions envisager de soutenir d'une manière ou d'une autre. Alors pour ce qui concerne la mémoire, c'est également une question fondamentale. Si nous ne sommes pas informés, si nous ne sommes pas en veille, si nous ne sommes pas vigilants, alors effectivement, on peut tout nous faire avaler successivement, d'où ce vrai bilan de François Hollande. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'initiative Papa, Maman et les enfants? Je vais y venir. Mom, Dad and Kids. Alors je vais profiter de cette question pour conclure.
Effectivement, nous allons parler de Mom, Dad and Kids. Ça va être un moment extrêmement important, un engagement très important pour nous tous. Alors moi, président, j'ai piétiné le droit fondamental de l'enfant à connaître son père et sa mère, et si possible, à être élevé par eux. Moi, président, j'ai restreint la liberté de conscience des élus. Avec moi, les mères ont perdu ce droit que je leur avais promis les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, cette liberté n'est plus pour tous. Moi, président, j'ai laissé mes ministres prétendre que la loi Taubira n'ôterait rien à personne et que la théorie du genre n'existe pas. Moi, président, j'ai trompé les Français en leur parlant du mariage pour tous, en omettant de leur parler de l'adoption pour tous. Moi, président, j'ai méprisé les millions de Français mobilisés, les piétineurs de pelouse, les 700 000 signataires de la pétition au CESE, la grande armée pacifique bleu, blanc, rose, en réduisant cette France qui se lève à un simple mouvement consistant et en trafiquant les chiffres de participation et de vidéos. Moi, président, j'ai fait passer des lois contraires à la réalité homme-femme de notre humanité, contraires à des articles de notre bloc de constitutionnalité et contraires à des conventions dont la France est signataire. Moi, président, j'ai réussi un exploit, celui de faire chuter le taux de natalité française. Moi, président, j'ai cassé les cadres de la transmission, aussi bien la famille que l'école. Moi, président, pour plaire à une certaine gauche idéologue et des lobbies groupusculaires, j'ai sacrifié l'intérêt supérieur de l'enfant et l'intérêt général. Mes chers amis, voilà le vrai bilan de François Hollande. Et oh, Monsieur le Président, vous entendez ce bilan ? Heureusement, de très nombreux Français ont compris ce qui était en cours et se sont levés, exprimant massivement leur opposition à ces mesures aberrantes et injustes. Ils sont toujours sur le qui-vive, prêts à agir. 2016-2017 sera l'année de tous les dangers, mais aussi de toutes les possibilités. Nous savons tous que les élections présidentielles et législatives à venir seront cruciales pour l'avenir de la France. Étant donné ce contexte, j'en appelle à vous sur 2 points fondamentaux. Premièrement, nous devons nous préparer l'année prochaine à voter. Je le sais bien, les candidats qui se présentent aux futures échéances sont loin d'être enthousiasmants. Je vous invite donc, si nécessaire, à sortir du vote utile et à choisir cette année en particulier le candidat qui vous convient vraiment. En effet, nos bulletins de vote sont aussi des moyens d'action. Ne laissons jamais passer l'occasion de nous faire entendre, saisissons toutes les opportunités. Cependant, vous devez vous dire que nous risquons de ne pas avoir au final d'élus qui défendent vraiment la famille comme nous le souhaitons. Certes, la question nous taraude tous. Cependant, rappelez-vous que la Manif pour tous, grâce à vous, a évité la légalisation de la PMA sans père et du même coup la GPA. La Manif pour tous a obtenu le retrait du projet de loi famille Dominique Bertinotti, le retrait du projet d'ouverture de l'adoption aux couples pacsés et concubins, et celui de créer aussi un statut du beau-parent. La Manif pour tous s'est également largement imposée dans la campagne des régionales en poussant des candidats tête de liste dont certains sont devenus présidents de région et en les poussant à renouveler publiquement leur souhait de revenir sur la loi Taubira. Je pense à Laurent Wauquiez, à Marion Maréchal Le Pen, à Bruno Retailleau, etc. et à tant d'autres qui ont accepté de participer à nos meetings au mois de novembre dernier. Autrement dit, nous avons démontré notre capacité à peser. Alors continuons, mes amis. D'ici mai 2017, nous allons tout faire pour peser. Avant, on n'y croyait pas et on a réussi pour des points, pour des éléments fondamentaux.
Eh bien, croyons-le, et nous y arriverons. Et nous allons tout faire en ce sens avec vous sur les débats électoraux et sur les programmes des candidats pour peser sur cet avenir. Et j'en viens à mon second point. Restez, s'il vous plaît, attentifs à nos appels. Qu'il s'agisse de manifestations, de happenings, d'universités, forums, pétitions ou autres, soyez sûrs que nos actions sont toujours mûrement réfléchies et conçues en fonction de notre objectif commun, faire gagner la famille et l'enfant, ce qui passe nécessairement par la remise en cause de la loi Taubira, qui, n'en déplaise à certains, n'est toujours pas entrée dans les mœurs et n'y rentrera pas. Ce soir, en l'occurrence, je vous appelle à mener plusieurs actions. Si ce n'est pas encore le cas, ouvrez un compte Twitter, intervenez régulièrement. C'est un excellent moyen d'action citoyenne, politique et médiatique. Intervenez toujours avec pondération, avec éducation, donnez votre point de vue, fondez-le toujours, relayez aussi nos informations. C'est une caisse de résonance extraordinaire. Regardez, les gouvernements de François Hollande sont désormais annoncés sur Twitter. Regardez Laurence Rossignol qui dit « Chaque fois que je parle de la PMA, les réseaux sociaux s'enflamment, donc elle n'ose pas parler de la PMA, etc. etc. » Signez, s'il vous plaît, l'initiative citoyenne européenne Mum, Dad and Kids. Il s'agit, au niveau européen, de faire reconnaître la définition du mariage comme étant bien entendu fondée sur l'union d'un homme et d'une femme. C'est le socle commun à tous les pays d'Europe. C'est la seule manière de protéger les autres pays d'Europe de lois comme la nôtre, que l'Europe essaye d'imposer et de faire avancer. C'est aussi le moyen de rendre plus compliqué la légalisation dans notre pays de la PMA, de la GPA, etc. Il faut soutenir cette initiative. Vous pourrez signer à la sortie des tables. Vous propose ces signatures. Ça vous prendra à peine quelques instants. Inscrivez-vous à la newsletter de la Manif pour tous. Si vous ne la recevez pas, vous allez sur le site internet de la Manif pour tous et en bas de la page, en bas à droite de la homepage, vous pouvez vous inscrire. C'est une newsletter d'action. Toutes celles que nous envoyons ne sont jamais des bavardages, elles ne sont jamais inutiles, ce sont toujours pour des bonnes raisons et pour des messages importants. Enfin, transmettez nos appels à tous vos contacts et en commençant par l'appel à signer Mum, Dad and Kids. Pendant ce temps-là, pendant que vous agissez, pendant que vous nous aidez à peser, nous sommes au travail. Les équipes de la Manif pour tous sont en train d'élaborer nos actions à venir en vue des débats et des campagnes. Naturellement, si vous êtes prêts à vivre cette aventure à 200%, les portes de nos équipes vous sont ouvertes. Il suffit pour cela de prendre contact avec nous, par exemple à la sortie de cette salle ou sur la boîte, sur la fiche contact de notre site internet. Merci à tous de votre engagement à nos côtés. La Manif pour tous, c'est vous et nous, tous ensemble, pour l'enfant et sa famille. On ne lâche rien, jamais. Jamais, jamais.
l'éducation, c'est pas près de changer. Non, rien de rien. Non, on ne lâchera rien. C'est son père et sa mère qu'un enfant doit connaître sur terre. Non, rien de rien. Non, on ne lâchera rien. Tu es là, je suis là, et le roi jamais ne laissera. C'est d'un père et d'une mère qu'un enfant a besoin depuis des millénaires.